Bonsoir, bienvenue dans le 23h à la une de l'actualité. La proposition de résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationale a été adoptée en commission. Quels sont les enjeux de ce nouveau texte? Nous aurons des réponses dans ce journal. Pour des raisons de sécurité, le district d'Abidjan a engagé une vaste opération de déguerpissement du site du quartier Abattoir dans la commune de Port-Boué. Au lendemain de cette opération, les populations sont confrontées à des conditions de vie difficiles. Le district d'Abidjan se prononce sur cette question. Merci d'être avec nous pour cette édition. Rendons-nous à l'Assemblée nationale. La proposition modifiant et complétant le règlement de cette institution a été adoptée en commission. Quels sont les enjeux de ce nouveau texte? Quels sont les autres projets de loi sur la table des députés pour ce mois de juillet? Des réponses avec Michel Digri. Vous avez vu que nous sommes restés de 9h du matin jusqu'à 19h pour diagnostiquer article par article notre règlement intérieur afin que l'Assemblée nationale soit une institution qui obéit aux exigences des institutions internationales des temps modernes. L'adoption de la proposition de résolution modifiant et complétant celle de 2006 portant règlement de l'Assemblée nationale avait un autre objectif majeur. La modification de ce règlement permet à l'Assemblée nationale de fonctionner conformément aux nouvelles dispositions de la Constitution du 8 novembre 2016 et tenant compte à la fois de ces dispositions et des exigences constitutionnelles d'une part, mais de d'autre part également permet à l'Assemblée nationale de mettre à jour ses propres procédures législatives en matière d'édiction des normes juridiques. Et ce règlement, dans la mesure où il s'agit désormais d'un Parlement bicaméral, tient compte également de la procédure de navette entre les deux chambres du Parlement. 155 articles ont donc été passés au peigne fin autour de 5 axes essentiels. L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale, les procédures législatives, le contrôle et l'évaluation des politiques publiques, les relations interparlementaires. Le 5e axe vise l'autonomie financière de l'Assemblée nationale. Après l'étape du règlement, une autre loi tout aussi importante pour l'hémicycle sera débattue. Le règlement, c'est pour nous une boussole. Il faut d'abord la boussole et maintenant la loi organique viendra maintenant pour voir les conditions des députés, ainsi de suite. Le dernier test sur la table des députés pour ce mois de juillet sera le budget de l'Assemblée nationale. Des experts du MAEP, mécanisme africain d'évaluation par les pairs, sont en Côte d'Ivoire pour évaluer le rapport de l'auto-évaluation du pays. Pendant 10 jours, ils vont consulter les parties prenantes au processus à Abidjan et à l'intérieur du pays. Hier, la mission de ces experts a été lancée dans les locaux du ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Sidonie Davila. Dans la période du 10 au 15 juillet 2018, la Côte d'Ivoire reçoit la visite d'une quinzaine d'experts africains de la mission du MAEP, mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Ces experts, une fois sur le terrain, vont discuter avec les acteurs nationaux de la pertinence du document produit par les experts locaux lors d'une auto-évaluation. Les experts régionaux sont venus dans votre pays pour voir ce travail-là, comment il a été fait. Et nous devrons maintenant faire toute la Côte d'Ivoire profonde, pour essayer de voir ce qui a été fait reflète la réalité ou non. Point focal du MAEP, c'est le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur qui a procédé au lancement de la mission externe du mécanisme, un outil d'évaluation qui devrait permettre à la Côte d'Ivoire d'améliorer sa gouvernance. Nous pensons que l'auto-évaluation est une chose essentielle et pour le président Alassane Ouattara, la bonne gouvernance, c'est quelque chose d'important. La bonne gouvernance est l'alpha et l'oméga de la politique qu'il a mise en œuvre. Et nous voudrions savoir où nous en sommes, quel est le regard qu'on porte sur une Côte d'Ivoire qui sort d'une décennie de crise. La Côte d'Ivoire accorde une place de choix à cet instrument d'évaluation auquel elle s'est attachée depuis 2015. L'évaluation du MAEP se focalise sur 4 domaines thématiques: démocratie et bonne gouvernance politique,
gouvernance et gestion économique, gouvernance des entreprises et développement socio-économique. Présent à la cérémonie de lancement de la mission du MAEP, le CAD témoigne de son soutien à la Côte d'Ivoire qui aspire à une bonne gouvernance. La cellule de coordination de la coopération Côte d'Ivoire-Union européenne forme pendant 8 jours les partenaires techniques des projets et programmes financés par l'Union européenne. Cette formation a débuté hier à Cocody. Nadia Edja, Cheikh-Kouni. Signé en juin 2000, l'accord de Cotonou, base juridique des relations entre les États de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ACP, a permis aux pays de l'ACP de bénéficier de financements de projets et programmes de l'Union européenne à travers le Fonds européen de développement FED. Cet accord prend fin en 2020. Pour le coordonnateur national de la cellule de coordination et de la coopération Côte d'Ivoire-Union européenne, il est important de se préparer au bilan. Nous sommes en pleine clôture du 10e Fonds européen de développement. Nous sommes également dans la phase de mise en œuvre des projets du 11e Fonds européen de développement. Et nous sommes également, à l'instar de tous les autres États ACP, dans la phase de préparation, n'est-ce pas, de l'après-Cotonou. Il est bon de se préparer, n'est-ce pas, à faire un bon bilan de ce que nous avons reçu comme ressources. Pour relever le défi, les partenaires techniques du FED en Côte d'Ivoire seront formés durant 8 jours sur les procédures de passation de marché, la gestion administrative et financière des engagements et la gestion d'un devis de programme dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes financés par l'Union européenne. Il est utile que nous puissions travailler sur la ressource humaine qui est au cœur, n'est-ce pas, de l'action. Il faut démystifier les procédures de l'Union européenne. Il faut donc de la formation. Il faut échanger avec les partenaires, il faut leur expliquer ce qu'ils doivent faire dans le cadre de la coopération et ce qu'ils ne doivent pas faire pour que nous soyons performants, que nous tirons le maximum de profit de cette coopération. En Côte d'Ivoire, plusieurs projets ont été financés par le FED. Il s'agit entre autres du projet d'appui à la filière manioc et maraîcher, le projet formation professionnelle et les projets en énergie 1 et 2, d'un coût global d'environ 120 milliards de francs CFA. Nommé le 10 juillet dernier ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré a transmis son dossier à Kandia Camara, qui retrouve le plein portefeuille de ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. En retour, Kandia Camara a félicité l'ex-secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour le travail remarquable qu'il a abattu en seulement 18 mois. Une autre passation de charge, cette fois entre l'ancien et le nouveau ministre de l'Environnement. Anne Ouloto a fait le point de ses activités menées à la tête de cette structure, entre autres la formation des différents acteurs dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Le ministre Joseph Sekaseka compte poursuivre la mission du ministère. Il y a eu passation de charge entre Jean-Claude Kwasi, précédemment ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, et Pascal Kwaku Abina, qui occupe désormais ce poste. Le nouveau ministre de l'Emploi et de la Protection sociale s'engage à poursuivre les chantiers engagés par son prédécesseur. Également, une autre passation de charge entre la ministre de l'Environnement, le nouveau ministre de l'Environnement également. Cette rencontre a été le lieu pour le ministre Anne-Désiré Ouloto de faire le point de ses activités, des activités menées à la tête de cette structure, entre autres la formation des différents acteurs dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de développement durable comme mentionné plus tôt. Les rebuts de véhicules et des équipements électriques et électroniques souvent déversés dans les zones ouvertes ou des drainages sont une menace pour la santé des populations. Pour trouver une solution durable à ce problème, des experts se sont réunis récemment. On en sait plus avec Grace Kando. Les rebuts de véhicules, de téléphones portables, de carcasses de téléviseurs et d'ordinateurs contiennent des produits chimiques dangereux pour la santé. Ces déchets issus d'équipements électriques et électroniques, lorsqu'ils sont brûlés, entraînent également une pollution de l'air. Pour lutter contre les déchets industriels, un projet voit le jour. Gestion écologiquement rationnelle des émissions involontaires de polluants organiques persistants UPOP. Ce projet, tout en vous débarrassant des déchets industriels,
dans les agglomérations va permettre à nos concitoyens d'occuper des emplois sains, des emplois verts, des emplois propres, source de revenus. Nous allons revoir le cadre réglementaire institutionnel pour permettre à la population de mieux gérer ses déchets. Nous allons proposer des renforcements des capacités aux populations pour pouvoir leur dire voici comment il faut gérer le déchet. Il ne faut plus brûler à ciel ouvert parce que brûler à ciel ouvert, ça crée un composé dangereux pour l'organisme. En Côte d'Ivoire, seulement 50% des déchets industriels sont systématiquement éliminés. La question des résidus industriels préoccupe les partenaires du pays. Ce projet est donc financé par le Fonds pour l'environnement mondial à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Pour mener à bon port le projet UPOP et atteindre les objectifs d'ici 3 ans, le gouvernement et ses partenaires entendent mener des campagnes de sensibilisation. Ils envisagent également construire des centres de recyclage dans certaines localités du pays, dont Abidjan, San Pedro, Bouaké et Korogo. Une vaste opération de déguerpissement a été menée par le district d'Abidjan dans le quartier Abattoir, dans la commune de Port-Boué. Une action menée pour des raisons de sécurité. Au lendemain de cette opération, certaines de ces populations sont confrontées à des conditions de vie difficiles. Face à cette situation, le district d'Abidjan rassure et donne des explications. Herman Guivé. Dans l'arrière-cour d'une école primaire, des enfants jouent à la marelle. Dans cette même cour, un jeune homme se prépare pour son bain. Le nouveau quotidien des familles qui occupaient le site déguerpi mitoyen à l'abattoir de Port-Boué. Une école primaire, située non loin du site jadis occupé, leur a ouvert ses salles de classe. Il leur faut désormais réapprendre à vivre en d'autres lieux. Certaines de ces familles, dans leur mouvement, avaient trouvé refuge dans un cimetière situé à proximité du terrain occupé. Les familles sont depuis quelques jours parties, mais des meubles et des abris de fortune témoignent encore de la présence humaine. Et si l'heure est venue pour certains de passer à autre chose, d'autres continuent encore de s'accrocher aux quelques pierres encore debout. Pour parer au plus urgent, les ex-résidents du site se sont constitués en collectif. Les populations ont été recasées dans 3 lieux différents. Nous avions recasé le nombre le plus important dans 3 différentes écoles. Et il y a un second groupe que nous avions recasé donc sur le terrain de football du quartier. Et il y a un autre groupe que nous avons recasé dans les différentes mosquées qui sont restées intactes, qui n'ont pas été déguerpies. L'autre groupe est donc ce groupe qui malheureusement a décidé de squatter au cimetière depuis la date de déguerpissement jusqu'à la date du 10. Nous nous sommes rendus au cimetière et supplié ces gens-là de quitter le cimetière. Mais les gens nous ont dit que véritablement ils ne peuvent pas quitter le cimetière parce que lorsqu'ils ont été déguerpis, ils ont donc exposé leurs bagages à proximité du cimetière. Ils ne voulaient donc pas quitter le cimetière au risque que les badauds ne s'encaparent. Donc par conséquent, ils préfèrent rester là. Il a fallu donc que nous entamions donc des négociations avec ces personnes qui squattaient le cimetière. Et jusqu'à la date du 10, nous avions pu les convaincre, n'est-ce pas, de quitter le cimetière. À la suite d'une négociation avec les responsables éducatifs de la commune de Port-Boué, c'est vrai que nous souhaitons d'une part que la lumière soit faite sur le déguerpissement. Nous faisons face à un cas social. Nous remercions l'État de Côte d'Ivoire parce que jusqu'à la date d'avant-hier, nous avons reçu la visite de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale qui depuis lors est à pied d'œuvre auprès de ce collectif en vue de trouver des solutions, n'est-ce pas, pour ces parents qui malheureusement depuis la date du déguerpissement ne cessent de squatter tantôt dans les abris de fortune, tantôt à l'école et tantôt sur l'esplanade du football au terrain. Pour en savoir davantage sur cette opération de déguerpissement et sur cette affaire qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux, nous nous sommes rendus au district d'Abidjan pour recueillir sa version. Nous avons une grande responsabilité. Nous n'allons pas attendre que le pire se produise avant d'agir. Nous avons voulu donc anticiper, prévenir, de sorte à ce que ces populations-là soient à l'abri de tout danger. Avant de lancer l'opération, nous avons d'abord procédé à une vaste campagne de sensibilisation des personnes concernées par cet espace qui devait être déguerpi. Par la suite, donc, le 24 avril 2017, nous avons transmis une première mise en demeure aux populations concernées. Le 2 mai 2017, nous avons donc transmis la deuxième mise en demeure aux populations concernées par l'opération. La dernière mise en demeure que voici date du 15 mai 2018. Et
connaissant bien les procédures, nous avons également saisi les autorités afin qu'elles nous accompagnent à mener à bien cette opération qui s'est déroulée sous la supervision d'un cabinet d'huissier de justice. Au regard des documents présentés, ces populations avaient donc été averties de la tenue de cette opération de déguerpissement, selon le district d'Abidjan. Pendant le départ des uns et des autres, certains ont pu certainement déposer leurs effets au cimetière qui est contigu à l'espace qui a été déguerpi. Mais il faut rappeler que le cimetière est un espace qui appartient et qui est géré par le district autonome d'Abidjan. Nous avons vu quelques images, quelques vidéos sur des réseaux sociaux, mais nous n'avons pas vu des populations en train de passer la nuit donc, au cimetière municipal de Port-Bouilly. Et donc, en aucun moment, nos services nous ont rapporté le fait que des Ivoiriens passeraient donc la nuit dans l'enceinte de ce site. Il faut rappeler aussi que le district autonome d'Abidjan est une institution à vocation sociale qui fait les choses selon les règles. Et donc, depuis plus de 15 mois, les populations ont été averties que pour leur sécurité, face aux risques auxquels elles étaient exposées, elles devaient vraiment libérer l'espace. Parce que nous ne voulions pas encore des décomptes macabres. Pour les familles déguerpies, ce sont de nouvelles conditions de vie qui sont désormais envisagées. En attendant de trouver des destinations plus honorables, une assistance sociale plus renforcée serait assurément la bienvenue. Je vous donne lecture de ce communiqué. La Commission électorale indépendante, CEI, informe la population ivoirienne que suite à l'enrôlement des pétitionnaires dans la période du 18 au 24 juin 2018 et au traitement subséquent des données recueillies, la liste électorale provisoire validée par sa commission centrale le 13 juillet 2018 est disponible. Les statistiques globales se présentent comme suit. Nombre total d'électeurs, 6 595 899, dont hommes, 3 357 698, soit 50,91%, femmes, 3 238 201, soit 49,09%. Ces données, ainsi que la répartition du nombre d'électeurs par département, peuvent être consultées sur le site internet de la CEI, www.cei-ci.org. On s'intéresse à la première édition de la tribune d'échange Les grandes conférences de fraternité matin. Thème choisi pour cette édition inaugurale, la planification familiale, un droit humain. La rencontre se situe dans la dynamique de la Journée mondiale de la population célébrée le 11 juin. Patricia Omouetia. À la table de séance des femmes, qui réagissent sur un sujet qui les préoccupe. C'est l'Afrique qui a décidé qu'en ce moment, ils ne sont pas en mesure de tirer profit de leur population qu'ils mettent au monde et qu'ils doivent faire quelque chose. C'est quelque chose inclut la planification familiale. 6 enfants, 10 enfants pour une seule femme aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir de faire en sorte que nous puissions avoir le contrôle sur les enfants que nous faisons. Vous l'avez compris, il s'agit de la planification familiale, thème principal des grandes conférences du groupe Fraternité Matin. Démarrant la série de communication, la représentante résidente de l'UNFPA en Côte d'Ivoire, Argentina Matavel-Pixin, a estimé qu'il faut ramener la personne humaine au centre du développement, ce qui ne peut se réaliser sans que la femme ne maîtrise sa fécondité. Pour sa part, Dr Kwasi Emilienne, directrice du Programme national de santé mère-enfant, a souligné qu'en 2018, la Côte d'Ivoire a dépensé 500 millions de francs CFA pour l'achat des produits contraceptifs avec l'ambition d'atteindre en 2020 un taux de prévalence contraceptive de 30%. Partage d'opinion et soutien marqué par des femmes. Il faut pouvoir avoir ces enfants quand on le veut et en tenant compte des ressources dont on dispose. C'est important pour la femme, pour sa santé, pour l'épanouissement de ses enfants, donc pour l'épanouissement de la famille de façon générale. Et aussi par des hommes. Ce thème a pour avantage d'accorder beaucoup plus de liberté à la femme, dans le sens de mieux
contrôler son corps et puis la procréation. En collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population et le Conseil économique, social, environnemental et culturel, le directeur général de Fraternité Matin, Venance Conan, satisfait de l'engouement suscité par cette première édition des grandes conférences Population et Développement, a promis de décentraliser les prochaines éditions pour promouvoir la planification familiale. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre a initié une rencontre de 2 jours. Objectif, renforcer les capacités des membres de la société civile sur la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes. Abou Sanougou. La mise en œuvre du traité sur le commerce des armes au cœur d'un atelier de renforcement des capacités des membres de la société civile. La COMNAT ALPC, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, instruit les membres de la société civile sur les enjeux et leur rôle d'acteur dans la sensibilisation pour sa mise en œuvre. Il s'agit donc pour la COMNAT ALPC, en collaboration avec le secrétariat du Conseil national de sécurité, de les inviter à prendre une part active dans le processus de négociation à travers des actions de sensibilisation et de plaidoyer jusqu'à l'adoption du traité. Nous nous sommes donc donné quelques axes. Ce sont l'harmonisation du cadre juridique ivoirien pour le rendre conforme aux instruments internationaux et régionaux pertinents, le renforcement des outils et procédures en matière de transfert d'armes et le renforcement des capacités des hauts cadres et des institutions en charge de la sécurité, la défense et la justice. Le présent atelier nous donne encore l'occasion de réaffirmer la détermination du Conseil national de sécurité à engager des réformes pertinentes et continuer à prendre les mesures qui s'imposent en vue de renforcer la sécurité au plan national et contribuer à l'amélioration de l'environnement sécuritaire au niveau régional et mondial. Au total, 25 membres de la société civile sont instruits sur les prescriptions du traité sur le commerce des armes. Chaque fois qu'il y a un engagement qui concerne comment préserver des vies humaines, comment préserver la sécurité humaine de façon générale, la société civile est disponible à accompagner toutes ces actions. C'est une opportunité pour nous de nous imprégner de ce nouvel instrument juridique que nous estimons qui est très important pour un pays comme celui de la Côte d'Ivoire. L'objectif de ce traité signé et ratifié par la Côte d'Ivoire en 2014 est de contribuer à réguler le commerce licite des armes, de lutter contre le commerce illicite des armes classiques et de réduire la violence armée. 1 tonne de médicaments non enregistrés et 301 kg de cannabis ont été saisis dans la commune d'Abobo. C'est une action de la police des stupéfiants et des drogues. Ces importantes saisies étaient destinées à l'alimentation du marché, comme nous l'explique Abou Sanougou. Moment de grand regret pour cette dame âgée de 33 ans. Voici ce qui a été découvert dans son magasin à la gare routière d'Abobo. Tout ceci destiné à alimenter le marché. Au total, 10 tonnes de médicaments non enregistrés et 301 blocs de cannabis saisis. Certains même conditionnés étaient prêts à la consommation. Fruit d'une opération menée par la direction de la police des stupéfiants et des drogues. Toute information est la bienvenue. Et donc nous demandons aux populations de nous donner les informations. Et nous allons opérer sans impliquer nos informateurs. La cible de cette dame et ses complices, les élèves. D'ailleurs, d'autres faux médicaments ont des goûts fruités. Ils vont aux abords des établissements primaires comme secondaires et ils font croire aux enfants que c'est des bonbons. Et comme ça a le goût de la fraise, les enfants aiment la fraise et donc 100 francs, 50 francs, c'est pas cher. Et les enfants payent et à force de consommer, la dépendance doucement s'installe. Et les enfants ne peuvent plus s'en passer. Elle sera déférée devant le parquet d'Abidjan Plateau pour répondre de ses actes. L'ex-ambassadeur de Côte d'Ivoire au Sénégal, le général Édouard Kassaraté, est décédé hier vendredi 13 juillet. Ce général de corps d'armée avait aussi été le patron de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. La nouvelle est tombée tard dans la nuit, confirmée aux alentours de minuit sur le site de la gendarmerie nationale. Le général de corps d'armée à la retraite Édouard Kassaraté a passé l'arme à gauche. L'ancien commandant supérieur de la gendarmerie, ex-ambassadeur de Côte d'Ivoire au Sénégal, a tiré sa révérence.
Un accident vasculaire cardiaque l'aurait frappé dans la soirée de vendredi. Le vaillant soldat n'a pas pu tenir tête à l'ennemi. Ancien commandant militaire au palais présidentiel d'Abidjan sous Laurent Gbagbo, le général Kassaraté a été affecté par ce dernier à la tête de la gendarmerie qu'il a commandé jusqu'à la chute du régime. Nommé ambassadeur par le président Alassane Ouattara au Sénégal, il aura servi à ce poste depuis la fin de la crise en 2011 jusqu'à sa retraite il y a quelques mois en 2018. Rentré au pays, l'officier supérieur à la retraite avait décidé de s'engager en politique auprès du PDCI-RDA, une aventure politique de courte durée pour le natif de Tabou. Parlons culture. D'où viennent les Dans, peuple de l'Ouest ivoirien? Quels sont leurs rapports avec les autres peuples et quel est leur rapport à la cohésion sociale? Ces questions ont été abordées au cours d'une conférence donnée par le professeur Sidibé Vali. Les détails avec Franck Wadiou. Écrire contre l'oubli. Pour un peuple, la meilleure façon de le faire, c'est de savoir retracer les sillons de son identité. La chefferie Dan, peuple du Grand Ouest ivoirien, réussit l'exercice. Une conférence est initiée. Le thème « Tribu Dan, ses origines ». C'est en revisitant son histoire qu'on restaure et qu'on revigore son âme pour continuer à marcher en tant que peuple vers son destin avec plus de conviction et avec une détermination renouvelée. Parce qu'on sait où on va, puisqu'on vient de savoir d'où on vient. Si le présent s'inspire du passé, l'homme s'identifie à son passé. Orateur principal de cette rencontre, le professeur Vali Sidibé. Le retour à notre culture dépend de nous et de notre éducation. Pour lui, le peuple Dan incarne certaines valeurs humaines, telles la bonté et l'intégrité. Il exhorte alors son auditoire à la rétrospection. Dans le système de cousinage à plaisanterie, il y a que si un Dan a des problèmes, ou si l'enfant d'un Dan fait des gaffes, et il court, il va se réfugier chez un malinqué, le Dan ne peut pas rentrer dans la cour et puis prendre l'enfant et le frapper. Ça fait partie de nos valeurs intrinsèques. C'est une organisation, une conférence pertinente, puisqu'elle permet à nos enfants de comprendre d'où nous venons et pour savoir ce que nous devons faire et où nous allons. Cette conférence sur l'identité Dan, un moment de rencontre et de renforcement de l'alliance apparentée. Les gourous du centre-ouest et les sénophos du nord sont venus apporter leur soutien à cette initiative. Fin de ce 23h, merci de votre fidélité. Très bonne fin de soirée. À demain pour une autre édition.